Aérien a été fermé ce matin. On poursuit évidemment le décryptage dans un instant dans notre édition spéciale. D'abord le temps, à tout de suite. Pour savoir comment s'habiller demain, mais aussi comment préparer demain, regardez la météo climat avec l'assurance vie de la Banque Postale. La Banque Postale, citoyenne. C'est l'heure de la météo avec les agriculteurs Florette, unis et engagés pour une agriculture plus responsable. Cœur de laitue, cultivé en France, en plein champ. Florette, partageons la même culture. Bonjour à tous, le temps commence à changer avec un front de grisaille légèrement pluvieux des Charentes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, quelques gouttes également sur la Bretagne ainsi que sur la Corse et des nuages sur toute la moitié ouest ainsi que sur la Provence. Dans l'après-midi, le front avance en direction de l'est, des orages sont possibles des Pyrénées jusqu'aux Cévennes ainsi que sur les Alpes et la montagne corse. Les températures, elles, sont encore chaudes ce matin avec pas moins de 25 degrés à la fin de la nuit sur Marseille, 24 sur Nice et 23 sur Perpignan, 23 également à Paris. Et dans l'après-midi, il fera jusqu'à 38 à Lyon. En revanche, l'ouest de la France commencera à respirer un peu plus facilement que hier après-midi. Demain, c'est orageux depuis l'Auvergne jusqu'aux frontières de l'Est. Cette semaine va être très variable avec une alternance d'orage et de soleil. Je vous souhaite une très belle journée. Maintenant que vous savez comment vous habiller demain, vous n'avez plus qu'à vous demander comment préparer demain. C'était la météo climat avec l'assurance vie de la Banque Postale. La Banque Postale, citoyenne. C'était la météo avec les agriculteurs engagés avec Florette pour cultiver des légumes savoureux. Plateau de légumes apéro, Nutri-Score A et sans conservateur. Florette, partageons la même culture. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info, Canal 16. Il est pratiquement 7h. C'est notre édition spéciale ce matin et c'est l'information de la nuit. Les États-Unis bombardent l'Iran. 3 sites nucléaires d'enrichissement d'uranium, Fordo, Natanz, Ispahan, auraient été totalement détruits cette nuit. Oui, et l'Iran réplique en ce moment même. 30 missiles viennent d'être envoyés sur Israël. Les sirènes antiaériennes ont retenti à Tel Aviv. On va y revenir bien évidemment dans cette édition spéciale. Et donc Donald Trump qui estime que l'Iran doit maintenant accepter de mettre fin à cette guerre. Le président américain qui s'est exprimé à la nation cette nuit, heure française bien sûr, on va revenir évidemment écouter le président américain qui a réagi après ces frappes américaines qui mettent en garde l'Iran de toute riposte. On voit tout cela avec Marion Delpech et on en parle juste après. Accompagné du vice-président, du secrétaire d'État et du secrétaire à la Défense, Donald Trump s'adresse à la nation. Une déclaration brève d'un peu plus de 3 minutes sur les frappes que les États-Unis viennent de mener en Iran. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. Le président américain affirme que l'Iran doit désormais faire la paix et menace. S'il ne le fait pas, les futures attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Après ces frappes, menées par un avion de combat américain en parfaite coordination avec Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou salue son allié. Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis marquera l'histoire. Dans une déclaration, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique condamne la frappe américaine et promet de poursuivre son programme nucléaire. Image en direct de Tel Aviv. Israël en état d'alerte. L'espace aérien fermé ce matin, des sirènes d'alerte anti-aérienne retentissent sur place. D'après les journalistes de l'AFP, de l'agence France-Presse sur place, des explosions, de fortes explosions ont été entendues à Jérusalem. Et je le disais tout à l'heure, Anthony, Donald Trump qui a mis en garde Téhéran de toute riposte. La télévision d'État iranienne vient tout juste d'annoncer une nouvelle salve
des missiles, 30 missiles en direction d'Israël alors qu'il est. Ça paraît énorme comme ça, un 30 missiles, ça paraît énorme. Mais il faut rappeler que le premier jour de riposte iranienne, l'Iran avait envoyé 200 missiles. Le deuxième jour, 108. Le troisième jour, 68. On voit bien, et je peux continuer comme ça, jusqu'à ces derniers jours, ils n'avaient plus été capables d'en envoyer qu'une dizaine ou une quinzaine par jour, au point où les Israéliens avaient levé leurs consignes de sécurité absolue. Pas l'ensemble des consignes de sécurité, évidemment pas les sirènes si jamais les missiles arrivaient. Enfin, ils avaient détendu les mesures de sécurité concernant le ciel israélien, parce que tout simplement, au fur et à mesure où l'Iran tirait, eh bien Israël visait les fameux pas de tir. On peut donner des chiffres très impressionnants, expliquant que l'Iran possède 3000 missiles balistiques quelque part planqués partout en Iran, sauf que si elle n'a pas les pas de tir pour les envoyer, tous ces missiles ne servent à rien. Ils servent en plus à être stockés et bombardés par l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, l'Iran réplique, a assommé objectivement par ses frappes états-uniennes ce matin plutôt, et même cette nuit, assommé, surprise, parce qu'elle avait, je rappelle, prépositionné des dizaines de diplomates absolument partout dans le monde, et s'est tenté de prendre langue avec les États-Unis, avec les Européens, avec les monarchies du Golfe. Elle ne s'attendait pas du tout à ces frappes américaines si tôt, si vite. Elle pensait même avoir gagné un tout petit peu de temps. Et donc elle fait la seule chose qu'elle est en ce moment en capacité militaire de faire, c'est-à-dire puisqu'elle a orienté l'ensemble de ses pas de tir vers Israël, c'est-à-dire une bordée de missiles vers Israël. C'est très impressionnant, 30 missiles. Mais je le rappelle, au premier jour de la réplique iranienne, elle a pu en envoyer 200. Aujourd'hui, au 9e jour de cette guerre, elle n'a pu en envoyer que 30. Je n'injurie pas l'avenir. Peut-être que dans les jours ou les moments qui vont venir, eh bien, elle sera capable d'en envoyer plus. Mais en tout cas, on voit bien que la réplique est à la mesure de l'effarement de l'armée israélienne, de l'armée iranienne. Est-ce que l'Iran a des alliés qui peuvent l'aider? Est-ce qu'elle peut recevoir des aides, des missiles ou autres pour intervenir plus lourdement en Israël? C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle n'en a aucun. D'abord, il y a ses proxys proches, c'est-à-dire c'est ceux qu'elle a créés, en fait, grosso modo, pour enserrer Israël d'un cercle de feu. C'est comme ça qu'on parle quand on est quand on est iranien, enfin un officiel iranien, le cercle de feu entourant Israël. On pense au Hamas, on pense au Hezbollah, on pense aux Houthis. Ces trois alliés, ces affidés, ces trois filiales ont été extrêmement affaiblis par Israël dans l'année qui s'est écoulée. Donc eux, on les oublie. Ils n'ont plus les moyens de frapper Israël, ou en tout cas marginalement. On pense ensuite à la Russie. La Russie qui a signé, c'était en janvier, un accord, un partenariat stratégique militaire, et on a fait sonner les tambours en expliquant que c'était merveilleux. Sauf qu'en regardant de près cet accord, il n'y a aucune clause de défense mutuelle dans l'accord en question. Pas question pour la Russie d'intervenir, même si l'Iran était attaqué. Et ensuite, la Russie a fait en sorte de s'extraire de la dépendance iranienne. Elle ne compte même plus sur ses importations de drones iraniens. Donc, grosso modo, la Russie s'est abstraite de l'affaire, a expliqué par la voix de Vladimir Poutine qu'il pourrait s'entremettre, éventuellement discuter avec les uns et les autres, mais rien qui ne s'apparente à une aide militaire. La Chine, elle non plus, refusera d'intervenir militairement. Elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas l'intention. La crainte donc d'une riposte iranienne en Israël. On le rappelle, Israël en état d'alerte. On va prendre tout de suite la direction de Tel Aviv. On retrouve notre envoyé spécial Luc Lacroix. Bonjour Luc. On disait tout à l'heure des sirènes d'alerte anti-aérienne qui retentissaient sur place. C'est la télévision iranienne qui confirme qu'une salve de 30 missiles ont été envoyés en direction de l'État hébreu ce matin. Oui, alors cette alerte, elle vient tout juste d'être levée. Elle a retenti tout à l'heure, il y a à peu près une demi-heure. Et avant de nous mettre à l'abri, on a entendu bien sûr ces sirènes dans toute la ville. Et puis la défense anti-aérienne israélienne entrer en action comme un tonnerre dans le ciel de Tel Aviv. On a même ressenti les vibrations, les alarmes des voitures se sont mises à sonner. On a même pu voir 4 projectiles qui terminaient leur course dans la mer. Alors pour l'instant, le bilan est encore difficile à tirer. Vous l'avez dit, les Iraniens parlent d'une trentaine de missiles. La presse israélienne dit entre 20 et 40 missiles. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'une partie de ces missiles n'a pas été interceptée et a donc touché le sol d'Israël. Par exemple, ici à Tel Aviv et aussi plus au nord. On ne sait pas encore combien de missiles n'ont pas été interceptés. Pour l'instant, on ne parle que de blessés légers
protéger, mais bien sûr tout ça est à prendre avec beaucoup de précautions puisque ça vient tout juste d'arriver. Ce sont donc des informations à confirmer, mais tout ça vous montre bien l'état d'alerte dans lequel se trouve Israël après ces bombardements américains sur l'Iran. Tout le monde se demande quelle va être la réponse de l'Iran et surtout quelle va être son ampleur. Merci beaucoup Luc Lacroix, notre envoyé spécial à Tel Aviv en direct. Et donc cette crainte évidemment sur place de cette riposte iranienne, puisque l'État iranien, la télévision de l'État a annoncé donc cette salve de 30 missiles envoyés après ces frappes américaines. On le rappelle, il est 7h07. Si vous nous rejoignez sur France Info, notre édition spéciale qui se poursuit après ces frappes américaines. Cette nuit, Donald Trump qui, lui, ce vendredi, se disait se laisser 15 jours avant de prendre une décision. Et finalement, décision qui a été prise hier soir, cette nuit, en frappant, en dépêchant ces bombardiers américains au-dessus de l'Iran, en frappant ces 3 sites d'enrichissement nucléaire, ces 3 sites d'enrichissement d'uranium. Anthony, on se demande pourquoi une telle réaction aussi précipitée du président américain. Est-ce qu'il s'agissait de prendre par surprise le peuple iranien quelque part? J'allais presque dire, ce serait comique si ça n'était pas tragique, parce que le Wall Street Journal, il y a 2 jours de ça, avait expliqué à ses lecteurs et au monde entier que Donald Trump avait déjà approuvé en privé l'ensemble des plans présentés par les militaires pour attaquer l'Iran. Et c'était lui qui avait démenti absolument, disant que le Wall Street Journal racontait n'importe quoi et que pas du tout. C'est à la suite de cet article du Wall Street Journal et de ce démenti de Donald Trump qu'il avait expliqué qu'il avait devant lui largement 15 jours pour décider. En fait, le Wall Street Journal avait raison. Et d'ailleurs, j'incite tout le monde à lire cet excellent journal. C'est une source absolument indispensable quand il s'agit de politique internationale américaine. En ce moment, je veux dire, ils sont excellents sur l'Ukraine et excellents donc encore aujourd'hui sur Israël et les répliques américaines en Iran. En fait, il semble que depuis quelques jours, Donald Trump ait non seulement décidé de frapper l'Iran avec des frappes limitées sur Fordo, sur Natanz et sur Ispahan, les 3 sites principaux de retraitement d'uranium, mais il semble aussi que les Iraniens les supposaient. On ne l'est pas cru quand il parlait de 15 jours. Aujourd'hui, là, il y a quelques minutes, l'Iran a fait savoir que le site de Fordo n'avait pas été autant endommagé que cela, enfin endommagé à la mesure de ce que les Américains avaient frappé. Bon, ça, c'est de la propagande. Par contre, ce qui est probablement vrai, et ils ajoutent en deuxième intention l'information suivante, c'est qu'une partie ou la totalité de l'uranium enrichi à 60%, c'est-à-dire l'uranium de niveau militaire quasi, qui permettrait de faire une bombe, a été évidemment, dans les jours derniers, déplacé de Fordo et de l'ensemble des endroits dans lesquels il était stocké. C'est de l'uranium qui est enrichi à 60%, il faut 90%. Donc cet uranium enrichi ne serait plus dans les sites, ne serait plus sur place, aurait été dispersé partout en Iran de manière à pouvoir échapper aux frappes américaines. Ce qui pour le coup est assez logique, est assez inquiétant et qui montre qu'en fait l'Iran n'a pas forcément la capacité militaire de répondre pour l'instant, elle ne fait que répliquer, mais il reste quand même un État et des forces sur place capables de prendre des initiatives. Et puis en fait, ça fait maintenant 4-5 jours, une semaine, 10 jours que le programme nucléaire iranien est visé. Et donc on peut imaginer que les Iraniens ont tout fait pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire à la fois leur stock d'uranium enrichi, ça c'est une chose, ils en possédaient 400 kilos, enrichis à 60%, peut-être aussi un certain nombre de centrifugeuses qui ont pu être dispersées à droite et à gauche, et en tout cas, comment dire, leur force balistique en général. Anthony, on sait qu'Israël vise les sites nucléaires, mais aussi militaires, les installations pétrolières, plus largement le régime des Mollahs. Est-ce que ça pourrait être le but aussi des États-Unis, ou est-ce qu'ils s'arrêteront aussi d'enrichissement d'uranium? Donald Trump, c'est une très bonne question, parce que Donald Trump a expliqué ces dernières heures qu'il n'était pas question pour lui, a expliqué en privé et par ailleurs aux Israéliens que le but de guerre qui s'était fixé n'était pas de renverser le régime. Il était de frapper dur, de frapper jusqu'à ce que les Iraniens n'aient plus rien à négocier. Ce sont les termes à la fois des diplomates israéliens et des diplomates américains, c'est-à-dire de retirer aux Iraniens l'ensemble des cartes qu'ils ont entre les mains, négocier éventuellement une suite à son programme nucléaire, c'est hors de question, tout bombarder, mais en tout cas, négocier tout de même. Et pour négocier, il faut quelqu'un. Et donc, les Américains n'ont pas pour but, disent-ils, de renverser le régime iranien. Le dirait-il qu'ils ne le pourraient pas, de toute façon. Je voudrais juste... Est-ce que je peux vous citer Robespierre? Robespierre, dans son discours sur la guerre en 1793, disait « Les peuples n'aiment pas les émissaires armés ». Les peuples n'aiment pas les émissaires armés. C'est-à-dire qu'il y a un effet drapeau en ce moment autour, pas forcément du régime, mais de l'État
iraniens, de l'armée iranienne, pas forcément des bases d'Aran, mais de l'armée iranienne, pour considérer que ces attaques extérieures sont ce qu'elles sont, des attaques extérieures. Les peuples n'aiment pas les émissaires armés. Alors justement, on va rappeler les événements de la nuit, pratiquement minute par minute, Anthony. Donc ces frappes américaines qui ont donc visé 3 sites nucléaires en Iran, Natanz, Ispahan et Fordo, précisément visés par l'armée américaine. Riposte, bien sûr, de l'armée iranienne, confirmée par la télévision d'État. L'Iran qui a envoyé 30 missiles ce matin. Des sirènes d'alerte antiaérienne qui ont donc retenti en Israël, du côté de Tel Aviv, du côté de Jérusalem. Ces sirènes qui se sont tues, d'après notre envoyé spécial, Luc Lacroix sur place. Des explosions entendues du côté de Jérusalem, d'après l'agence France-Presse. Et puis évidemment, ces réactions à cette nuit, celle de Benjamin Netanyahou et le président Trump, président américain, qui s'est exprimé à la nation. Hier, le président américain qui était donc présent à Washington ce week-end. Il n'était pas dans sa résidence de Mar-a-Lago, Anthony. Tout est étonnant dans cette adresse à la nation. D'abord, si vous avez déjà suivi l'histoire des adresses à la nation des Américains, il y a le président et lui seul, commander-in-chief, qui explique aux Américains ce qu'il est en train de faire, surtout quand il est en train de déclarer la guerre ou la paix. Là, il était entouré de son vice-président, de son ministre des Affaires étrangères et de son ministre des armées, enfin de la défense. Inédit. Ensuite, il s'avançait. Il s'est présenté derrière un pupitre au devant de la Maison-Blanche. Encore une fois, ce genre d'annonces, généralement, sont beaucoup plus solennelles. Elles se font depuis le bureau ovale qui sert à ça, le bureau ovale, depuis le Resolute Desk, c'est-à-dire ce fameux bureau sur lequel sont installés les Américains, les présidents américains depuis Andrew Jackson, je crois, et qui sert en fait de mise en scène habituelle pour la guerre et la paix aux États-Unis. Donc tout est disruptif dans la façon dont il s'est adressé aux Américains, y compris d'ailleurs le temps qu'il a passé à faire ce discours. 3 minutes et demie, pas une de plus, pas une seconde de plus. D'habitude, un discours, quand même, d'un président américain fait 10, 12, 13 minutes. Enfin, on prend le temps quand même d'expliquer pourquoi est-ce que les États-Unis s'engagent une fois de plus dans une guerre en Orient. Il a pris d'autant moins de temps qu'en fait, il se dédie avec cette décision. C'est un homme qui est entré en campagne et qui a promis aux Américains de ne plus jamais engager les États-Unis dans des guerres. 1, en Europe, 2, au Moyen-Orient. Sauf que là, il a fait tout le contraire. Exactement. Il a fait tout le contraire. Il a suivi Israël dans une guerre en Iran, un peu entraîné par Israël. Est-ce qu'on va dire justement qu'Israël et Benjamin Netanyahou ont tout fait pour entraîner les États-Unis dans cette guerre? On se souvient de ces panneaux publicitaires en Israël. Go finish the job, Trump. Allez, finissez le travail. Finissez le boulot. Effectivement, la seule et unique préoccupation de Benjamin Netanyahou aux premiers jours, aux premières heures de son entrée en guerre, était d'entraîner les Américains dans cette guerre, dans ces frappes en Iran, pour plusieurs raisons. Alors, je ne crois pas tellement à l'épuisement des munitions israéliennes. C'est pas vraiment le but. Je crois que les Israéliens, de toute façon, à la fois des stocks et de quoi compter sur les États-Unis, ne serait-ce que pour les munitions. Ils voulaient en fait l'engagement politique de Donald Trump. C'est-à-dire qu'à leur côté, les Israéliens ne sont pas seuls, comme les Iraniens, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, étaient seuls. Les Iraniens ont la plus grande puissance militaire au monde à leur côté. Et ils voulaient donc... Les Israéliens. Les Israéliens. Pas les Iraniens. Pardonnez-moi. Les Israéliens ont la plus grande puissance militaire au monde à leur côté, aussi bien au niveau des munitions que dans la façon d'intervenir aussi. Cet fameux écrasement des sites nucléaires iraniens sous les fameuses bombes paisseuses de bunkers, mais aussi politiquement. C'est-à-dire ils voulaient pouvoir compter encore aujourd'hui sur l'aide et l'assistance et surtout l'alliance américano-israélienne. Alors, quelle a été la réponse de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à son allié, Donald Trump? On écoute la réponse cette nuit du Premier ministre israélien. Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis marquera l'histoire. Au fur et à mesure que les opérations s'enchaînent, Israël a accompli des choses vraiment formidables. Mais dans l'action de cette nuit contre les installations nucléaires de l'Iran, l'Amérique s'est montrée véritablement sans égal. Elle a fait ce qu'aucun autre pays au monde ne pouvait faire. Voilà, évidemment, donc les remerciements du Premier ministre israélien. Et oui, il peut remercier Donald Trump. Il peut remercier Donald Trump, qui lui a sauvé la mise en bombardant l'Iran ce matin. Elliot Samuel est avec nous à 7h16. Si vous nous rejoignez sur France Info, on va évidemment revenir longuement sur ces frappes américaines en Iran. C'est
Bien sûr, l'objet de notre édition spéciale ce matin, 3 sites nucléaires touchés en Iran. Elliot, quelles sont les réactions à l'international ce matin? Les réactions, elles tombent petit à petit. Il n'y en a pas encore énormément, mais il y a cette principale réaction, notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui dénonce une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide et qui parle d'une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde. Des réactions surtout côté américain, notamment de la part des Républicains. On sait qu'il y avait des voix chez les Républicains qui s'élevaient contre une possible opération américaine. Vous voyez, pour l'heure, elle est saluée, cette opération décidée par Donald Trump, notamment cette déclaration de Mitch McConnell, sénateur du Kentucky. Saisir cette opportunité ne constitue pas une escalade vers la guerre, mais une réponse prudente aux bellicistes à Téhéran. À l'opposé, les démocrates qui dénoncent cette opération décidée par Donald Trump. Le président Trump a induit le pays en erreur sur ses intentions. Il n'a pas cherché à obtenir l'autorisation du Congrès pour l'usage de la force militaire, et les démocrates qui dénoncent une guerre potentiellement désastreuse au Moyen-Orient. Réaction aussi de certains alliés de l'Iran et notamment du Hamas qui, dans ce communiqué, condamne cette agression criminelle, considérant comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force et d'une violation de toutes les normes et conventions internationales. On attend évidemment les principales réactions européennes. Elles devraient tomber dans la matinée, évidemment, d'Emmanuel Macron, encore de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Merci beaucoup, Elliot. Anthony, il y a cette crainte du côté des Américains d'entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre, évidemment, parce que c'est un pays traumatisé avec ses vétérans, bien sûr. Les frappes contre l'Iran risquent d'engager les Américains dans une guerre. C'est ce qu'a affirmé un haut responsable démocrate. J'ai lu qu'une majorité d'Américains, 60%, il me semble, étaient opposés à l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient. C'est très complexe cette affaire, parce que ça dépend de la question que vous leur posez. Si vous leur demandez, par exemple, est-ce que vous souhaitez que les États-Unis détruisent le programme nucléaire iranien aux côtés des Israéliens, ils sont 48%, presque une majorité, à dire oui. Par contre, quand on vous leur demandait est-ce que vous préfériez un accord négocié, est-ce que vous préfériez qu'un accord soit négocié entre l'Iran et les États-Unis, par exemple, ou Israël? Eh bien, ils sont 69% à préférer ça, c'est-à-dire un accord négocié, à une guerre. Et puis, il y a par contre, il y a la base MAGA. Vous savez, la base de ceux qui ont voté pour Donald Trump et qui, que Donald Trump essaye de choyer au fur et à mesure, et toujours, eh bien, eux sont 58% qui ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient, qui ne veulent pas que les États-Unis rejoignent Israël. Le président américain n'a pas suivi cette base. Non, il ne les a pas suivis. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces sondages qui montrent une espèce d'impopularité pour la guerre face à l'Iran, cette majorité devient de plus en plus importante en faveur d'une guerre face à l'Iran ou d'une destruction des sites nucléaires au fur et à mesure des jours qui avancent. Parce que les Américains voient bien qu'il y a quelque chose d'inéluctable. Et que par ailleurs, les Américains s'il y a bien un pays qui leur est opposé, qui leur est adversarisé, enfin qui est leur adversaire depuis maintenant 40 ans, c'est bien l'Iran. Quand on demande aux Américains, par exemple, ce qu'ils pensent de l'Iran, eh bien une majorité d'entre eux, 50%, pensent que l'Iran est peut-être considéré comme un ennemi. 25% en plus pensent que ça peut être considéré comme un adversaire ou un État qui veut du mal aux États-Unis. Ça fait 75% d'Américains qui voient en l'Iran un ennemi ou un adversaire. C'est beaucoup quand même. Et puis par ailleurs, il faut souligner une chose qui est très importante à comprendre. Un homme sur 7 aux États-Unis, un homme adulte sur 7 est un vétéran, est un ancien combattant. Et c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les anciens combattants, il suffit d'aller sur le site des anciens combattants, je vous invite à le faire, allez faire vétéran.gouv.us, vous allez voir, les anciens combattants aux États-Unis ont 20 ans, 30 ans. Il y a 1,9 million à 2 millions d'Américains qui sont allés lors de ces 20 dernières années sur un théâtre extérieur des États-Unis, en Irak, en Afghanistan, au Moyen-Orient. En ce moment même, il y a 40 000 soldats américains stationnés au Moyen-Orient. Donc les États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas un pays qui nous ressemble de ce point de vue sociologique. C'est-à-dire que les anciens combattants sont des vieux messieurs qui tiennent mal leur drapeau et qui parlent de guerres qui ont lieu il y a 40 ou 50 ou 60 ans. Je ne dis pas que nous ne sommes pas battus. Je dis simplement que nous n'avons pas aussi de jeunes vétérans. Nous en avons aussi, mais quelques centaines, quelques milliers. Aux États-Unis, ils se comptent par millions. Ce sont des gens qui, tous les jours, que vous rencontrez tous les jours dans la rue, à qui vous dites tous les jours « Thank you for your service ».
Et c'est du quotidien, aussi bien dans les grandes villes américaines que et surtout dans les villes de province. C'est cette base-là qui a voté Donald Trump. C'est cette base-là qui dit non à une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et c'est cette base-là qu'il faut avoir en tête quand on pense aux États-Unis d'aujourd'hui. Les États-Unis sont un pays d'anciens combattants. Anthony, est-ce qu'il faut s'attendre à une escalade? On sait que le président américain avait dit que s'il y avait une riposte iranienne, eh bien, il y aurait de nouvelles frappes américaines. Or là, 30 missiles ont été lancés sur Israël, des explosions ont été entendues à Jérusalem, sirène d'alerte à Tel Aviv. Est-ce que ça peut s'envenimer? Il peut y avoir une escalade véritablement? 30 missiles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez peu. C'est assez peu quand on compare à ce qu'Israël était capable d'envoyer au début du conflit. 200, 168, premier jour 200, deuxième jour 138, troisième jour 68. Je vais vérifier les chiffres, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Chaque fois, Israël tapant les pas de tir des missiles balistiques iraniens, chaque fois, l'Iran était moins capable d'envoyer des missiles. Aujourd'hui, elle est grosso modo dans un moment extrêmement important de son histoire, au moment où les États-Unis, pour la première fois, depuis le début de la révolution islamique et de la République islamique d'Iran, s'en prend frontalement à l'Iran. Pour la première fois, les États-Unis attaquent et elle n'est capable que d'envoyer, comme hier, comme avant-hier, une dizaine, une quinzaine, une trentaine de missiles vers Israël et guère plus. Donc il va falloir attendre, parce que le problème avec les guerres, c'est qu'on sait très bien comment elles débutent. Je peux vous le décrire. On ne sait jamais comment elles se terminent. Alors, on va écouter justement Donald Trump, président américain, qui s'est adressé à la nation cette nuit à Washington, après ces frappes américaines qui ont donc visé 3 sites d'enrichissement d'uranium en Iran. Il faut maintenant que ça s'arrête. Voilà ce qu'a dit en substance le président américain. Écoutez. Alors ça, c'est très... Cela ne peut plus durer. Soit nous parvenons à faire la paix, soit une tragédie s'abattra sur l'Iran, bien plus grave que celle que nous avons connue ces 8 derniers jours. N'oubliez pas qu'il reste de nombreuses cibles. Celles de cette nuit étaient de loin les plus difficiles et peut-être les plus meurtrières. Mais si nous n'obtenons pas rapidement la paix, nous nous attaquerons à ces autres cibles avec précision, rapidité et habileté. Voilà, le message est clair de la part du président américain. Si l'Iran ne s'arrête pas là, on ira plus loin. On a d'autres cibles en tête. Oui, bien sûr, mais il est presque enfantin en fait. Qu'est-ce qu'imaginait Donald Trump? Qu'est-ce qu'imagine Donald Trump? Que parce qu'il a tapé une fois, l'Iran allait se rendre... c'est ce qu'il lui demande. Il demande à l'Iran de se rendre immédiatement, là, tout de suite. Un peu comme vous vous souvenez ce tweet qu'il avait publié il y a quelques jours, Unconditional Surrender, c'est-à-dire reddition immédiate, inconditionnelle. Non, c'est pas comme ça que se passent la guerre et la paix. C'est pas parce que tu as travaillé une fois, comme dans un jardin d'enfants, c'est pas parce que tu es le bully le harceleur de la classe, que tu vas obtenir gain de cause immédiatement. Non. Les secours en Israël annoncent 11 blessés après des tirs de missiles depuis l'Iran. Ce sont les premières conséquences de cette riposte iranienne post-bombardement américain en Iran. Ce qui augure, pour terminer ce que je disais, ce qui augure de conséquences extrêmement violentes, parce que n'étant pas satisfait, comme un enfant n'aurait pas eu son pot de confiture, il pourrait décider de frapper extrêmement violemment. Sinon, si l'Iran ne se rend pas immédiatement, on pourrait imaginer que les répliques successives de Donald Trump pourraient être extrêmement violentes. Sauf que l'Iran a prévenu et a menacé donc de conséquences éternelles. Oui, ça aussi, la diplomatie iranienne et les États-Unis. Ça, c'est de la propagande. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que l'Iran a des moyens de rétorsion. Bien sûr qu'ils en ont. Ils ont les moyens de tirer, par exemple... Je vais vous en détailler quelques-uns. Ils ont les moyens de tirer sur les bases militaires américaines et ce sera plus facile pour eux que de tirer sur Israël. Ils ont les moyens de tirer sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, qui sont qui pourraient interrompre comme ça le flux du pétrole mondial. Ils ont les moyens de tirer sur, par exemple, nos propres bases aériennes et militaires dans la région. Nous en avons, la France en a, en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis. Après tout, nous n'avons pas été plus avenants avec les Iraniens ces derniers jours que les Américains l'ont été. Ils ont aussi des moyens de commettre des attentats. Je rappelle que l'Iran a été, pendant les premières années de son existence, de la République islamique, un fauteur d'attentats à travers le monde entier. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, ils pourraient viser dans le monde entier. Ils l'ont fait en Argentine, ils l'ont fait en France, ils l'ont fait en Allemagne, ils l'ont fait à peu près partout dans le monde. Je parle là des années 80 et 90. Ils pourraient viser les intérêts juifs, les intérêts israéliens. On imagine que les États-Unis vont redoubler de vigilance également sur leur sol. Et tout le monde va redoubler de vigilance, y compris nous. Et ils pourraient aussi, et ça on le verra tout à l'heure, fermer le détroit d'Ormuz,
qui serait un peu la bombe atomique des réactions iraniennes, parce que ça voudrait dire interrompre un cinquième de la circulation du pétrole mondial. Notre édition spéciale se poursuit sur France Info. 7h26, si vous nous rejoignez, on vous rappelle bien sûr l'information principale de cette nuit. 3 sites nucléaires iraniens bombardés par l'armée américaine, et Donald Trump qui est donc passé à l'action. Il se félicite de cette intervention de l'armée américaine, tout comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avait appelé Donald Trump à la rescousse. Quelles conséquences évidemment dans la région? On assiste à, on peut le dire, à un tournant historique au Moyen-Orient. On se retrouve en direct sur place avec nos envoyés spéciaux. Le décryptage qui se poursuit sur notre plateau. D'abord le temps, à tout de suite. Pour savoir comment s'habiller demain, mais aussi comment préparer demain, regardez la météo climat avec l'assurance vie de la Banque Postale. La Banque Postale, citoyenne. C'est l'heure de la météo avec les agriculteurs Florette, unis et engagés pour une agriculture plus responsable. Cœur de laitue, cultivé en France, en plein champ. Florette, partageons la même culture.